Et si les plus grandes tragédies de l'histoire n'étaient pas des erreurs, mais des réussites? Et si les héros et les tyrans, les martyrs et les bourreaux n'étaient que des marionnettes suspendues au fils de deux maîtres invisibles, engagés dans une guerre qui dure depuis 5 siècles? C'est une guerre sans champ de bataille déclaré, sans armée en uniforme. Une guerre menée dans les confessionnaux des rois et les arrière-salles des tavernes, dans les laboratoires des savants et les salles de conseil des banquiers. C'est la guerre de l'ombre, l'affrontement monumental entre la Compagnie de Jésus et la fraternité des francs-maçons. Oubliez tout ce que vous croyez savoir sur l'histoire, car la véritable histoire est celle de deux lames forgées pour un seul monde, chacune cherchant à sculpter l'humanité à son image. D'un côté, l'ordre. Fondée au XVIe siècle par Ignace de Loyola, un soldat mystique, la Compagnie de Jésus n'était pas une simple congrégation de moines. C'était le service de renseignement et d'opérations spéciales du Vatican, une armée spirituelle conçue pour mener la contre-réforme. Leur devise, Ad majorem Dei gloriam, pour la plus grande gloire de Dieu, justifiait tous les moyens. Leur structure était militaire, un général à Rome, une discipline de fer et des soldats du Christ prêts à tout. Leurs armes n'étaient pas l'épée, mais la confession, l'éducation et l'influence. Ils sont devenus les confesseurs des rois, les tuteurs des princes, les maîtres de l'éducation de l'élite européenne. Ils savaient que pour contrôler le monde, il fallait d'abord contrôler l'esprit de ceux qui le gouvernent. De l'autre côté, la fraternité. Née des cendres des anciennes guildes de bâtisseurs, la franc-maçonnerie spéculative, officiellement fondée à Londres en 1717, était tout son contraire. Un réseau horizontal et secret unissant aristocrates, scientifiques, philosophes et libres penseurs. Leur Dieu était le grand architecte de l'univers, une entité neutre. Leur but n'était pas le salut par la foi, mais l'amélioration de l'homme par la raison, la connaissance et la fraternité. Là où les jésuites exigeaient l'obéissance aveugle, les maçons prêchaient la liberté de penser. Leurs loges devinrent les laboratoires de l'ère des Lumières, des sanctuaires où l'on pouvait remettre en question le dogme de l'Église et le pouvoir absolu des rois. Leur pouvoir ne résidait pas dans une hiérarchie rigide, mais dans la force de leur réseau, une toile invisible qui s'étendait sur toute l'Europe. La collision était inévitable. C'était l'affrontement de deux visions du monde irréconciliables, un monde unifié sous un seul Dieu et une seule Église, contre un monde d'individus éclairés, libres de chercher leur propre vérité. La première guerre fut une guerre de l'esprit. Les jésuites, maîtres de la rhétorique et de la propagande, dénonçaient les maçons comme des suppôts de Satan, des conspirateurs hérétiques cherchant à renverser l'ordre divin. Les maçons, armés des idées de Newton et de Locke, accusaient les jésuites d'être les agents de l'obscurantisme et de la tyrannie, des fanatiques prêts à étouffer toute lueur de raison. Les rois craignaient le poison des jésuites et les jésuites craignaient les idées des maçons, mais l'histoire a montré qu'il fallait craindre ceux qui se tenaient au-dessus des deux. Mais cette guerre intellectuelle a vite dégénéré en opération clandestine. Dans les cours d'Europe, les espions jésuites en soutane et les agents maçons portant le tablier se livraient une lutte sans merci pour l'oreille du monarque. Un mot glissé lors d'une confession pouvait changer une alliance. Un pamphlet anonyme, imprimé sur une presse clandestine dans le sous-sol d'une loge, pouvait déclencher une émeute. Les jésuites ont perfectionné l'art de l'assassinat politique, utilisant le poison ou le poignard avec la même dévotion qu'ils utilisaient le crucifix. Les maçons, eux, ont maîtrisé l'art de la révolution, comprenant que pour abattre un roi, il suffisait de saper les fondations de son pouvoir
dans l'esprit de son peuple. C'était une guerre froide du XVIe et du XVIIe siècle, où l'encre et le poison tuaient plus souvent que l'acier. Une guerre dont les enjeux dépassaient de loin les querelles théologiques. Il s'agissait de décider qui écrirait le futur de l'humanité. Serait-ce un futur d'ordre, de discipline et de foi, ou un futur de liberté, de raison et de chaos potentiel? De quel côté vous seriez-vous rangé dans une guerre où il n'y a pas de juste, mais seulement différents niveaux de mensonges? La suppression de l'ordre jésuite en 1773, orchestrée par les cours européennes sous l'influence des idées maçonniques, semblait être une victoire décisive pour la fraternité. Mais ce n'était qu'une illusion. Un corps aussi puissant ne meurt pas, il se métamorphose. Dissous officiellement, l'ordre est entré dans la clandestinité, devenant encore plus dangereux, plus secret, plus déterminé à se venger. Ses membres dispersés, ses réseaux intacts, ses richesses cachées, attendaient leur heure. Leurs idées, telles des graines transportées par-delà l'océan, n'allaient pas tarder à porter des fruits empoisonnés sur un nouveau continent, un nouveau monde qui devenait le prochain grand échiquier de leur guerre éternelle. Alors, que préférez-vous? L'ordre absolu ou la liberté totale? Laissez un commentaire avec votre choix, la discipline de la foi ou le chaos de la raison. Nous observons. Les graines de la discorde, transportées par-delà l'océan Atlantique, trouvèrent un sol fertile. Le Nouveau Monde, une toile vierge et brutale, devint l'arène où la guerre de l'ombre allait prendre une dimension nouvelle et sanglante. Ici, les enjeux n'étaient plus seulement l'esprit d'un roi ou le contrôle d'un royaume, mais le destin de tout un continent. D'un côté, les conquistadors de l'esprit, les jésuites. En Amérique du Sud, ils ne se contentèrent pas de convertir les âmes, ils bâtirent des empires. Les célèbres réductions du Paraguay n'étaient pas de simples missions. C'étaient des États théocratiques, autonomes, des sociétés collectivistes où des centaines de milliers d'indigènes guaranis vivaient sous une discipline de fer, coupés du monde extérieur. Officiellement, c'était une utopie chrétienne pour protéger les indigènes de l'avidité des colons. Officieusement, c'était un laboratoire à grande échelle pour le modèle jésuite de société. Une hiérarchie parfaite, une obéissance totale, une communauté où l'individu était entièrement subordonné au groupe, et le groupe à la gloire de Dieu. Ces réductions possédaient leurs propres armées, leurs propres arsenaux, et contrôlaient des pans entiers de l'économie régionale. C'était une démonstration de force, un avertissement lancé au monde. Voilà ce que nous pouvons construire. Ils se sont battus pour l'or des Incas, non pas pour la richesse elle-même, mais pour le pouvoir qu'elle conférait. Ils ont cartographié les jungles, appris les langues locales, infiltré les tribus, non pas par curiosité anthropologique, mais pour étendre leur réseau d'influence et de renseignement. Ils étaient les maîtres de la guerre asymétrique, utilisant la foi comme une arme et la connaissance du terrain comme un bouclier. De l'autre côté de l'équateur, en Amérique du Nord, les architectes de la liberté, les francs-maçons, plantaient les graines d'une toute autre utopie. Les 13 colonies étaient un refuge pour les dissidents, les libres penseurs, ceux qui fuyaient l'oppression religieuse et politique de la vieille Europe. Les loges maçonniques de Boston, Philadelphie et Virginie devinrent les creusets de la Révolution. Des hommes comme George Washington, Benjamin Franklin, Paul Revere, John Hancock, une liste qui ressemble à l'appel des pères fondateurs, étaient tous des frères maçons. Ce n'est pas une coïncidence. Dans le secret de leur loge, ils ont planifié la rébellion, non pas comme une simple révolte fiscale, mais comme la première étape de la construction de leur Novus Ordo Seclorum, un nouvel ordre des âges. La Boston Tea Party n'était pas un acte spontané de colère populaire.
elle fut organisée dans la loge de Saint-André à la taverne du Dragon Vert. La déclaration d'indépendance elle-même est un document profondément maçonnique, vibrant des idéaux des Lumières, la vie, la liberté et la poursuite du bonheur, des concepts qui étaient l'antithèse directe de la doctrine jésuite de soumission à l'autorité divine. La guerre d'indépendance américaine fut donc bien plus qu'une guerre contre la couronne britannique. Ce fut le premier conflit armé, direct, entre les deux visions du monde. Les jésuites, agissant à travers leurs réseaux européens, tentèrent de saboter l'effort de guerre américain, encourageant les divisions, soutenant les loyalistes et tentant d'influencer les alliés français pour qu'ils limitent leur aide. Les maçons, quant à eux, utilisèrent leur réseau international pour obtenir des financements, des armes et le soutien crucial de figures militaires, comme le marquis de Lafayette, lui-même franc-maçon. La victoire des colons américains fut une défaite cataclysmique pour l'ordre. Une république fondée sur les principes maçonniques de liberté et de gouvernement par le consentement des gouvernés était une menace existentielle pour leur vision d'un monde hiérarchique et contrôlé. La Constitution des États-Unis d'Amérique, avec sa séparation de l'Église et de l'État, était un anathème. C'était un phare de la raison qui menaçait de jeter sa lumière sur les ombres où il prospérait. La bataille pour le Nouveau Monde était terminée, mais la guerre était loin d'être finie. Le triomphe de la Révolution américaine a envoyé une onde de choc à travers l'Atlantique. L'idée qu'un peuple pouvait renverser son roi et construire une nation sur la base de la liberté était une étincelle dangereuse. En France, la plus ancienne et la plus puissante monarchie d'Europe, la Poudrière, était déjà pleine. Les maçons français, inspirés par leurs frères américains, se préparaient à allumer la mèche, et les jésuites, meurtris mais non vaincus, se préparaient à déchaîner l'enfer pour éteindre l'incendie. Le champ de bataille allait se déplacer de nouveau, des forêts sauvages d'Amérique aux rues pavées et ensanglantées de Paris. Les rues de Paris, à la fin du XVIIIe siècle, vibraient d'une énergie fiévreuse. La victoire de la Révolution américaine avait prouvé que l'impensable était possible. Les idées de liberté, d'égalité et de fraternité, longtemps chuchotées dans le secret des loges maçonniques, éclataient maintenant au grand jour, portées par la faim du peuple et la faillite de la monarchie. La Révolution française ne fut pas une explosion spontanée de colère populaire. Ce fut l'apogée sanglante de décennies de guerre secrète, une opération brillamment conçue qui, comme toutes les grandes opérations, finit par échapper au contrôle de ses créateurs. Le quartier général de cette révolution intellectuelle était le Grand Orient de France, la plus grande et la plus influente obédience maçonnique d'Europe. Dirigée par le duc d'Orléans, cousin du roi, elle rassemblait l'élite libérale de la noblesse, de la bourgeoisie et de l'intelligentsia. C'est en son sein que furent rédigés les cahiers de doléances, que fut pensée la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et que fut planifiée la prise de la Bastille. Il voyait la Révolution comme l'accomplissement ultime du projet des Lumières, l'éradication de la superstition et de la tyrannie incarnée par l'alliance du trône et de l'autel. Pour eux, la guillotine n'était pas un instrument de meurtre, mais un rasoir philosophique, destiné à raser les têtes couronnées et mitrées pour que la raison puisse enfin régner. Mais dans l'ombre, l'ennemi veillait. Officiellement dissous, l'ordre jésuite n'avait jamais cessé d'exister. Ses membres, opérant sous diverses couvertures, virent dans le chaos révolutionnaire une opportunité diabolique, une opportunité de se venger de la monarchie française qui avait contribué à leur chute et de montrer au monde le vrai visage de la liberté maçonnique, l'anarchie, le chaos et le sang, agissant depuis l'étranger à travers des réseaux de prêtres réfractaires et d'aristocrates émigrés. Ils organisèrent la contre-révolution.
Ils financèrent les complots royalistes, attisèrent les flammes de l'insurrection en Vendée, transformant un soulèvement paysan en une guerre civile d'une brutalité inouïe. Ils murmurèrent aux oreilles des monarques européens, les convainquant que la fièvre révolutionnaire française était un fléau qui allait contaminer tout le continent, les poussant à former des coalitions pour envahir la France. Le résultat fut un bain de sang qui dépassa toutes les prévisions. La France se déchira de l'intérieur et fut attaquée de l'extérieur. La paranoïa s'empara de Paris. Les révolutionnaires commencèrent à se dévorer entre eux. La terreur jacobine, dirigée par des figures comme Robespierre, fut la conséquence logique de cette guerre de l'ombre. Chaque faction accusait l'autre d'être à la solde de l'ennemi invisible, des agents de l'étranger. Et souvent, ils avaient raison. Les agents jésuites infiltraient les clubs révolutionnaires pour pousser aux mesures les plus extrêmes, discréditant ainsi la Révolution par ses propres excès. Les agents maçons, quant à eux, utilisaient la peur de la contre-révolution pour justifier la purge de leurs propres rangs, éliminant les modérés et consolidant leur pouvoir. La Vendée et la Terreur n'étaient pas deux phénomènes opposés. C'étaient les deux mâchoires du même piège, orchestrés par des marionnettistes invisibles, se refermant sur le peuple français. Dans ce théâtre de la cruauté, l'allié d'hier devenait le bourreau d'aujourd'hui. Les idéaux maçonniques de fraternité s'étaient noyés dans le sang. La tentative jésuite de restaurer l'ordre ancien avait engendré un monstre encore plus terrifiant. Les deux camps avaient perdu le contrôle. De ce chaos émergea une figure qui allait tous les surpasser, un jeune général corse, Napoléon Bonaparte. Initié franc-maçon, mais pragmatique et dénué de toute idéologie, Napoléon utilisa les réseaux maçons pour accéder au pouvoir, puis les marginalisa. Il signa un concordat avec le pape, redonnant une place à l'Église, mais il maintint les jésuites sous un contrôle strict. Il était le produit de leur guerre, mais il refusait d'être leur pion. Il créa son propre jeu, répandant les idées de la Révolution à travers l'Europe à la pointe de ses baïonnettes, tout en se couronnant empereur, restaurant une forme de monarchie absolue. Pour un temps, il sembla avoir mis fin à leur guerre en dominant les deux camps. Mais son empire, forgé dans le feu, s'effondra finalement sous la pression des vieilles puissances, subtilement manipulées par les réseaux jésuites et maçons britanniques. La chute de Napoléon laissa l'Europe en ruine et en quête d'un nouveau maître. L'ère des révolutions philosophiques était terminée. Une nouvelle ère commençait, une ère où le pouvoir ne se mesurerait plus en nombre de soldats ou en pureté de la foi, mais en tonnes d'or et en kilomètres d'acier. La guerre de l'ombre allait se déplacer des champs de bataille et des assemblées politiques vers un nouveau domaine, bien plus impitoyable, le monde de la finance internationale. L'effondrement de l'empire napoléonien laissa un vide de pouvoir que ni les rois restaurés ni les églises affaiblies ne purent combler. Le XIXe siècle fut le siècle de la révolution industrielle, une époque de fumée, de fer et de profits vertigineux. Dans ce nouveau monde, la véritable puissance n'appartenait plus aux couronnes ou aux mitres, mais au bilan comptable. La guerre entre l'ordre et la fraternité entra dans une nouvelle phase, une lutte pour le contrôle des artères et des nerfs de l'économie mondiale, les banques, les industries et les routes commerciales. L'arme principale n'était plus le dogme ou le pamphlet, mais le capital. Qui contrôle l'argent contrôle le monde. C'est une vérité aussi vieille que la civilisation, mais jamais elle ne fut plus évidente qu'à cette époque. Au centre de cette toile financière se trouvait la famille Rothschild. D'humbles origines, dans le ghetto de Francfort, ils devinrent les banquiers de l'Europe, finançant les guerres, soutenant les rois et construisant un empire financier sans précédent.
La question qui hantait les chancelleries et les sociétés secrètes était: pour qui travaillaient-ils? Étaient-ils des acteurs indépendants ou les instruments financiers d'une puissance supérieure? La vérité, comme toujours, est plus complexe. Ils étaient les pions de personne, mais leur pragmatisme les a conduits à collaborer avec la structure de pouvoir la plus efficace. En Grande-Bretagne, bastion de la franc-maçonnerie et centre de l'empire le plus vaste de la planète, les Rothschild et d'autres dynasties financières travaillèrent main dans la main avec les loges de la City de Londres. Ensemble, ils financèrent l'expansion coloniale britannique, la construction de chemins de fer en Inde, l'exploitation des mines en Afrique du Sud. La franc-maçonnerie offrait le réseau de contacts et d'influence politique. Les banquiers fournissaient le carburant financier. Pendant ce temps, les jésuites, dont l'ordre fut officiellement restauré en 1814, ne restèrent pas inactifs. Comprenant qu'ils ne pouvaient rivaliser avec la puissance navale et industrielle britannique, ils se concentrèrent sur l'Europe continentale. Ils infiltrèrent les cercles financiers de Paris, Vienne et Rome, créant leur propre réseau de banques catholiques. Ils jouèrent sur le conservatisme des vieilles monarchies, se présentant comme le rempart contre le libéralisme maçonnique et le socialisme naissant. Ils comprirent que si les maçons contrôlaient les flux de marchandises et de capitaux, eux pouvaient contrôler les âmes et les consciences des hommes qui possédaient ces capitaux. Chaque grand projet du siècle devint un champ de bataille secret. La construction du canal de Suez fut une lutte acharnée entre les intérêts financiers franco-britanniques à dominante maçonnique et les tentatives de sabotage diplomatique et financier orchestrées par les réseaux jésuites en Égypte et dans l'Empire ottoman. Les guerres de l'opium, qui forcèrent la Chine à s'ouvrir au commerce occidental, furent largement financées par des capitaux liés aux loges, voyant une opportunité de profit et d'affaiblissement d'un empire fermé à leur influence. La colonisation de l'Afrique, le fameux partage du gâteau, fut une course effrénée où les agents des deux camps, sous le déguisement d'explorateurs, de missionnaires ou de commerçants, se battaient pour revendiquer des territoires, non seulement pour leur nation, mais pour leur sphère d'influence secrète. Cette guerre économique était impitoyable. Les krachs boursiers n'étaient pas toujours des accidents. Ils pouvaient être provoqués pour ruiner un rival, déstabiliser un gouvernement. Les sabotages industriels, les grèves spontanées dans les usines d'un concurrent, les assassinats de banquiers ou d'inventeurs déguisés en accidents tragiques faisaient partie de l'arsenal. C'était un thriller économique à l'échelle mondiale, joué dans des bureaux luxueux à Londres et des sacristies sombres à Rome, mais dont les victimes étaient les ouvriers mourant dans les mines et les soldats tombant dans des guerres coloniales lointaines. Le monde était devenu un marché et les empires étaient à vendre. La splendeur et la misère de l'ère industrielle n'étaient que les deux faces de cette monnaie forgée dans le feu de leur conflit. Mais cette nouvelle forme de guerre, basée sur l'or et l'acier, allait bientôt trouver son terrain d'essai le plus brutal, un lieu où la fraternité maçonnique allait être mise à l'épreuve du feu et du sang, la jeune et puissante République des États-Unis d'Amérique. La guerre n'allait plus se faire pour des colonies lointaines, mais pour l'âme même de la nation, née des idéaux des Lumières. Qui est le véritable maître du monde? Est-ce la puissance de l'OR qui achète les gouvernements ou la force de l'acier qui les renverse? Exprimez votre opinion dans les commentaires. La République américaine, conçue comme le triomphe des idéaux maçonniques, portait en elle les germes de sa propre destruction. La question de l'esclavage n'était pas seulement une faille morale, c'était une faille stratégique, une faiblesse que les maîtres de la guerre de l'ombre allaient exploiter avec une précision chirurgicale. La guerre de sécession
ne fut pas simplement une guerre entre le nord industriel et le sud agricole. Ce fut une tragédie américaine orchestrée depuis l'Europe, une opération cruelle à plusieurs étapes visant à briser la puissance montante qui menaçait d'échapper à leur contrôle. Le champ de bataille était préparé depuis des décennies. La franc-maçonnerie américaine, autrefois unie dans la lutte pour l'indépendance, s'était fracturée le long de la ligne Mason-Dixon. Au nord, les loges étaient de plus en plus influencées par le mouvement abolitionniste, voyant l'esclavage comme une violation flagrante des principes de liberté et d'égalité. Au sud, des figures maçonniques puissantes comme Albert Pike réinterprétaient la doctrine pour justifier une société aristocratique et esclavagiste. La fraternité qui avait fondé une nation était maintenant prête à la déchirer. Des généraux de l'Union aux généraux de la Confédération, des présidents aux membres du Congrès, les deux camps étaient truffés de frères maçons qui allaient bientôt s'affronter sur le champ de bataille, le cœur brisé mais convaincus de la justesse de leurs causes respectives. Ils étaient les acteurs involontaires d'un drame dont ils ne connaissaient pas les metteurs en scène. Car pendant que les frères se préparaient à s'entretuer, les agents d'influence jésuites, envoyés d'Europe, jetaient de l'huile sur le feu. À Washington, ils conseillaient les politiciens les plus radicaux, les poussant à l'intransigeance. À Richmond, capitale de la Confédération, ils flattaient l'orgueil et l'esprit d'indépendance des leaders sudistes, leur promettant une aide et une reconnaissance européenne qui ne viendraient jamais. Leur objectif n'était pas la victoire du Nord ou du Sud. Leur objectif était la destruction mutuelle. Une guerre longue, coûteuse et sanglante qui laisserait les États-Unis d'Amérique exsangues, divisés et dépendants des puissances financières et politiques européennes. Ils agissaient par l'intermédiaire de diplomates, de banquiers et de marchands d'armes. Des armes européennes, financées par des banques liées aux deux réseaux, étaient livrées aux deux armées entretenant le brasier. L'empereur Napoléon III en France, influencé par des conseillers proches des jésuites, envisagea une intervention en faveur du Sud. La Grande-Bretagne, où l'élite maçonnique était divisée entre ses intérêts économiques liés au coton du Sud et ses principes anti-esclavagistes, resta sur le fil du rasoir. La diplomatie secrète de cette période était un enchevêtrement de complots et de contre-complots, où chaque camp essayait de manipuler les puissances européennes pour son propre bénéfice, sans se rendre compte qu'ils étaient eux-mêmes manipulés. La guerre fut d'une sauvagerie sans précédent. Antietam, Gettysburg, Cold Harbor, des noms qui résonnent encore comme des cicatrices dans la mémoire américaine. Plus de 600 000 morts, un massacre fratricide qui servait de toile de fond à des accords secrets et à des trahisons. Lorsque le Sud fut finalement vaincu, écrasé par la supériorité industrielle du Nord, l'opération n'était pas terminée. La victoire de l'Union avait préservé le pays, mais à un coût terrible. Et son leader, Abraham Lincoln, un homme qui n'appartenait à aucune des deux factions et qui cherchait une paix sans vengeance, était devenu un obstacle. L'assassinat de Lincoln au théâtre Ford, quelques jours seulement après la fin de la guerre, fut-il l'acte d'un fanatique isolé, John Wilkes Booth, ou fût-ce l'acte final d'une opération de déstabilisation complexe visant à plonger le pays dans le chaos de la reconstruction et à empêcher une véritable réconciliation? Les liens de Booth et de ses complices avec des réseaux secrets confédérés et des agents opérant depuis le Canada, un territoire neutre mais grouillant d'espions européens, n'ont jamais été complètement élucidés. La mort de Lincoln a atteint son but. Elle a ouvert la voie à une période de division et de haine qui a empoisonné la nation pendant un siècle. La guerre de sécession fut une victoire à la Pyrrhus pour tous. Les États-Unis d'Amérique ont survécu, mais profondément meurtris. Les deux factions de la guerre de l'ombre ont payé un prix. Les Jésuites n'ont pas réussi à détruire la République,
mais ils l'ont affaibli durablement. Les maçons ont vu leur idéal de fraternité universelle se briser sur l'autel de la guerre civile. De cette tragédie, une leçon fut tirée par les marionnettistes. Une attaque directe contre une nation aussi vaste et résiliente était trop risquée. Il était plus efficace de faire s'affronter les empires entre eux. La guerre de l'ombre allait donc retourner sur le vieux continent pour préparer son chef-d'œuvre de destruction. Une guerre qui engloutirait non pas une nation, mais le monde entier. Le crépuscule des empires approchait. La fin du XIXe siècle fut une période de paix armée, une belle époque dont la beauté était celle d'une fleur vénéneuse. Sous la surface de l'optimisme, des progrès technologiques et de l'opulence bourgeoise, les courants souterrains de la guerre de l'ombre creusaient les fondations d'un cataclysme mondial. Les empires européens, gonflés d'orgueil et de rivalité coloniale, étaient devenus des titans aux pieds d'argile, des proies parfaites pour les maîtres de la manipulation. Le nouvel objectif était simple et terrifiant. Provoquer une guerre totale entre les grandes puissances, une guerre qui redessinerait la carte du monde et balayerait les anciennes structures de pouvoir, laissant le champ libre pour l'instauration d'un nouvel ordre. La préparation de cet Armageddon fut un chef-d'œuvre de diplomatie secrète et de provocation. Pendant des décennies, les réseaux rivaux travaillèrent à la création de deux blocs militaires antagonistes. D'un côté, la Triple Entente, l'élite maçonnique de Grande-Bretagne et de France, unie par la méfiance envers la puissance montante de l'Allemagne, tissa une alliance complexe avec la Russie tsariste, orthodoxe et autocratique. Une alliance contre nature sur le papier, mais parfaitement logique dans le jeu de l'ombre. Il s'agissait d'encercler l'ennemi. De l'autre côté, la Triple Alliance, l'Empire allemand, où l'influence prussienne et protestante était forte, mais où les réseaux jésuites avaient regagné un pouvoir considérable, s'allia avec l'Empire austro-hongrois, bastion catholique et terrain de jeu traditionnel de l'ordre. L'Italie, opportuniste et tiraillée entre les influences, complétait ce bloc. Les rois, les empereurs et les présidents croyaient jouer leur propre jeu diplomatique, mais ils ne faisaient que déplacer les pièces sur un échiquier dont ils ne voyaient pas les bords. La paranoïa était l'arme principale. Une toile d'agents secrets, de provocateurs, de nationalistes fanatiques et de terroristes fut tissée à travers l'Europe, en particulier dans la poudrière des Balkans. Des sociétés secrètes comme la Main Noire, en Serbie, responsable de l'assassinat de l'archiduc François Ferdinand, étaient-elles de simples groupes nationalistes ou étaient-elles infiltrées et manipulées par des services de renseignement étrangers, eux-mêmes servant des maîtres encore plus secrets? L'histoire officielle a choisi la première option. Mais les coïncidences sont trop nombreuses. Chaque crise diplomatique, chaque incident frontalier était soigneusement exploité pour augmenter la tension. La course aux armements était encouragée des deux côtés par des industriels de l'acier et des fabricants de canons qui, curieusement, avaient souvent des liens financiers et fraternels avec les deux camps. La propagande, à travers une presse contrôlée, déshumanisait l'ennemi, préparant les esprits au carnage à venir. Les scandales politiques éclataient au moment opportun pour affaiblir un gouvernement pacifiste ou renforcer un parti belliciste. C'était un immense travail de sabotage, mené sur plusieurs décennies avec une patience et une absence de pitié qui dépassent l'entendement humain. L'assassinat de l'archiduc François Ferdinand et de son épouse à Sarajevo, le 28 juin 1914, ne fut pas la cause de la Première Guerre mondiale. Ce ne fut que l'étincelle, soigneusement approchée d'un baril de poudre qui avait été rempli à ras-bord pendant 40 ans. L'ultimatum absurde de l'Autriche-Hongrie à la Serbie, la mobilisation de la Russie, la déclaration de guerre de l'Allemagne.
Le jeu de domino infernal s'est mis en marche exactement comme prévu. Chaque dirigeant était convaincu d'agir pour défendre l'honneur et la sécurité de sa nation, piégé par un système d'alliances qu'il avait lui-même contribué à créer sous l'influence de conseillers qui servaient d'autres maîtres. Ils étaient tous devenus des somnambules, marchant vers le précipice au son des fanfares militaires et des acclamations de foules ignorantes. Le compte à rebours, avant l'Armageddon, était terminé. Dans les capitales européennes, en cet été 1914, on parlait d'une guerre fraîche et joyeuse, d'une aventure chevaleresque qui serait terminée pour Noël. Personne ne pouvait imaginer l'horreur qui les attendait. Personne ne pouvait imaginer que les champs de Flandre et les plaines de Pologne allaient devenir l'autel d'un sacrifice humain sans précédent. Un sacrifice offert non pas à des nations ou à des idéologies, mais à la soif de pouvoir inextinguible de ceux qui regardaient depuis l'ombre, attendant que le vieux monde se consume dans les flammes pour construire le leur sur ses cendres. Le grand massacre de la Première Guerre mondiale fut au-delà de tout ce que ces architectes secrets avaient dû imaginer. 4 années de boucherie industrielle, de gaz moutarde, de barbelés et de folie dans les tranchées. 10 millions de soldats tués, 20 millions de blessés. Des empires séculaires effacés de la carte. Ce n'était plus une guerre, c'était un acte de suicide collectif de la civilisation européenne. Et pourtant, du point de vue des marionnettistes, l'opération fut un succès total. L'objectif principal fut atteint, l'effondrement de 3 empires qui constituaient des obstacles à leur plan. L'empire russe des tsars, l'empire austro-hongrois des Habsbourg et l'empire ottoman furent démembrés, leurs territoires redécoupés, leur population jetée dans le chaos. Le traité de Versailles, négocié par des hommes comme Woodrow Wilson, Lloyd George et Clemenceau, dont beaucoup étaient des francs-maçons de haut rang, redessina la carte de l'Europe et du Moyen-Orient, créant de nouvelles nations et de nouvelles sources de conflits qui garantiraient l'instabilité pour les décennies à venir. Mais la destruction du vieux monde a libéré des forces que même eux ne pouvaient contrôler. En Russie, le chaos de la guerre et de la défaite a permis le triomphe de la révolution bolchevique. C'est l'un des plus grands paradoxes de l'histoire. Le coup d'État de Lénine fut en partie financé par des banquiers de New York et de Berlin, certains ayant des liens maçonniques, qui voyaient une opportunité de sortir la Russie de la guerre et de s'emparer de ses immenses richesses. Pourtant, l'idéologie communiste, avec son athéisme militant et sa volonté d'anéantir toute religion et toute société secrète, était l'ennemi juré des jésuites et une perversion monstrueuse de l'idéal maçonnique. Un nouveau monstre, incontrôlable et affamé, était né. Un monstre qui allait devenir un acteur majeur du jeu mondial, obligeant les 2 camps à revoir toute leur stratégie. La naissance du communisme provoqua une réaction en chaîne. Partout en Europe, la peur du péril rouge créa un terrain fertile pour la montée de nouvelles idéologies totalitaires. En Italie, le fascisme de Benito Mussolini. En Allemagne, le national-socialisme d'Adolf Hitler. Ces mouvements n'étaient pas de simples réactions au chaos. Ils furent secrètement nourris et soutenus par différentes factions de la guerre de l'ombre, qui y virent une nouvelle arme potentielle. Pour certains réseaux liés aux jésuites et aux cercles industriels conservateurs, le fascisme était un rempart bienvenu contre le communisme et le libéralisme. Un retour à l'ordre, à l'autorité et à la hiérarchie. Le Concordat, signé entre le Vatican et l'Italie de Mussolini en 1929, puis avec l'Allemagne nazie en 1933, n'était pas un simple accord diplomatique, c'était une alliance stratégique. Pour certaines factions maçonniques dissidentes et certains cercles occultes qui gravitaient autour du nazisme naissant,
Hitler représentait une troisième voie, une rupture radicale avec le matérialisme communiste et la plutocratie capitaliste. Ils étaient fascinés par ses doctrines ésotériques et sa volonté de créer un homme nouveau. Les deux camps pensaient pouvoir utiliser ces nouveaux monstres pour leurs propres fins, comme on utilise un chien enragé pour attaquer son voisin, en pensant pouvoir le rappeler à la niche ensuite. Ils se trompaient lourdement, car ces nouvelles idéologies n'étaient pas des outils. Elles étaient des virus de la haine, du ressentiment et de la violence qui, une fois libérés, se propageraient bien au-delà de leur laboratoire d'origine. La tentative d'anéantissement mutuel durant la Grande Guerre n'avait pas mis fin au conflit. Elle l'avait simplement fait muter en quelque chose d'encore plus horrible. Les cendres du vieux monde étaient encore chaudes, et de ces cendres rampaient des créatures de cauchemar. Le monde pensait avoir connu la der des der. Il ne savait pas que ce n'était qu'une répétition générale. La scène était prête pour le deuxième acte de la tragédie mondiale, un acte qui allait être encore plus sombre, plus vaste et plus destructeur. Face au chaos, que choisiriez-vous? L'assurance d'un ordre ancien, même impitoyable, ou le pari risqué sur un monstre nouveau et imprévisible? Faites votre choix dans l'arène ci-dessous. La Seconde Guerre mondiale ne fut pas une nouvelle guerre. Ce fut la continuation de la première après une trêve de 20 ans, le deuxième round de la bataille pour le contrôle planétaire. Mais les acteurs avaient changé et les enjeux étaient devenus apocalyptiques. Au centre de la tempête se trouvait l'Allemagne nazie, une force que les deux camps de la guerre de l'ombre avaient contribué à créer et qui maintenant menaçait de tous les dévorer. Qui était vraiment la direction du Troisième Reich? Était-ce un simple gang de nationalistes fanatiques et de psychopathes? Ou quelque chose de plus complexe se cachait-il derrière la façade de la croix gammée? Les intérêts occultes du nazisme, avec ses expéditions au Tibet, sa recherche du Saint Graal et ses rituels païens, étaient bien plus qu'un simple folklore. C'était un écran de fumée, un langage symbolique destiné à établir des contacts et des alliances avec des factions secrètes des deux bords. Le régime nazi était une hydre à plusieurs têtes, dont certaines négociaient secrètement avec des industriels américains liés aux loges, tandis que d'autres maintenaient des canaux de communication ouverts avec le Vatican. Le rôle du Vatican durant cette période reste l'une des énigmes les plus sombres de l'histoire. Le pape Pie XII, critiqué pour son silence face à la Shoah, était un diplomate froid et calculateur. Son objectif premier n'était pas la morale, mais la survie de l'Église et la défaite du communisme athée. Pour cela, il était prêt à des compromis terrifiants. À travers des canaux secrets, gérés par des jésuites et des prélats, le Vatican joua un double jeu, maintenant des contacts avec les Alliés et l'Axe, cherchant à influencer le cours de la guerre et à se positionner pour le monde d'après-guerre. De leur côté, les loges maçonniques en Grande-Bretagne et aux États-Unis d'Amérique, après une période d'apaisement désastreuse, comprirent que le monstre nazi devait être abattu à tout prix. Des hommes comme Winston Churchill, franc-maçon de longue date, et Franklin Delano Roosevelt, également membre de la fraternité, mobilisèrent leur nation pour une guerre totale. Mais même au sein du camp allié, la guerre de l'ombre faisait rage. Les services de renseignement, l'Abwehr allemand, le MI6 britannique, l'Office of Strategic Services américain, le NKVD soviétique, n'étaient pas des monolithes loyaux à leur nation. Ils étaient des nids d'espions, grouillant d'agents doubles et triples, dont certains travaillaient non pas pour Berlin, Londres ou Moscou, mais pour des ordres bien plus anciens. La méfiance était totale.
les Soviétiques et les alliés occidentaux étaient officiellement alliés contre Hitler, mais ils menaient en parallèle une guerre secrète l'un contre l'autre, se volant des secrets, se tendant des pièges et se préparant déjà à l'affrontement inévitable qui suivrait la défaite de l'Allemagne. La plus grande bataille secrète de la guerre fut la course à la bombe atomique. Les deux camps savaient que la nation qui posséderait cette arme ultime contrôlerait le destin du monde. Le projet Manhattan, côté américain, était truffé de scientifiques européens qui avaient fui le nazisme, mais il fut également la cible d'opérations d'espionnage massives, non seulement de la part des Soviétiques, mais aussi d'agents cherchant à s'assurer que cette technologie ne tombe pas entièrement entre les mains d'une seule faction. La guerre se déroulait sur deux niveaux. Sur le front visible, des millions d'hommes se battaient et mouraient à Stalingrad, en Normandie ou à Iwo Jima. Mais dans les coulisses, une guerre d'espionnage, de sabotage, de négociations secrètes et de trahison se jouait pour le contrôle des technologies, des ressources et du futur ordre mondial. Des tentatives de paix séparées entre des factions allemandes et les alliés occidentaux ont eu lieu visant à créer un front commun contre l'Union soviétique. Elles ont toutes échoué, sabotées par ceux qui avaient intérêt à la destruction totale de l'Allemagne et à l'épuisement de toutes les puissances européennes. La Seconde Guerre mondiale fut une partie d'échecs multidimensionnels, où Hitler, Staline, Churchill et Roosevelt n'étaient que les pièces les plus puissantes sur l'échiquier. Mais les mains qui les déplaçaient étaient invisibles. Lorsque les bombes atomiques s'abattirent sur Hiroshima et Nagasaki, elles ne mirent pas seulement fin à la guerre. Elles annoncèrent la naissance d'une nouvelle ère de terreur. Le monde avait survécu, mais il était désormais l'otage d'une poignée de puissances possédant le feu nucléaire. La défaite de l'Axe ne signifiait pas la paix. Elle signifiait simplement que le champ de bataille était prêt pour le prochain affrontement. Un affrontement qui allait être mené non pas avec des armées de tanks, mais avec des espions, des sous-marins nucléaires et la menace constante de l'annihilation mutuelle. La guerre froide pouvait commencer. La fin de la Seconde Guerre mondiale n'a pas apporté la paix. Elle a simplement remplacé un conflit brûlant par un conflit glacial, une confrontation globale entre deux superpuissances, les États-Unis d'Amérique et l'Union des républiques socialistes soviétiques. Cette opposition idéologique entre le capitalisme et le communisme était la couverture parfaite, le paravent idéal derrière lequel la guerre millénaire entre l'ordre et la fraternité pouvait continuer plus secrètement et plus dangereusement que jamais. Le monde était divisé en deux, et chaque camp est devenu le terrain de jeu d'un des réseaux. La sphère d'influence américaine, avec son réseau d'alliances, comme l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord, est devenue le domaine de prédilection des structures maçonniques et des sociétés secrètes libérales qui contrôlaient une grande partie de la finance, de l'industrie et de la politique à Washington et à Londres. La création de la Central Intelligence Agency en fut l'instrument. Dirigée par des figures comme Allen Dulles, un franc-maçon influent, la CIA est devenue leur armée de l'ombre, menant des coups d'État, des opérations psychologiques et des assassinats dans le monde entier pour défendre les intérêts du monde libre. De l'autre côté du rideau de fer, l'Union soviétique, officiellement un État athée et matérialiste, devint paradoxalement un terrain d'infiltration pour les réseaux jésuites et leurs alliés. Utilisant leur longue expérience de la clandestinité et de l'action secrète dans des environnements hostiles, ils virent une opportunité. En soutenant discrètement les régimes communistes, ils pouvaient affaiblir leur ennemi maçonnique occidental et maintenir le monde dans un état de tension permanent qui justifiait le contrôle et la surveillance. Le Comité pour la sécurité de l'État, le KGB, tout en combattant l'influence occidentale, fut lui-même infiltré par des agents doubles dont la loyauté ultime n'allait pas au Kremlin, mais à Rome.
La guerre froide fut donc une guerre chaude sur le front secret. Chaque crise qui a poussé le monde au bord de l'apocalypse nucléaire était plus complexe qu'il n'y paraissait. La crise des missiles de Cuba en 1962 fut-elle seulement un bras de fer entre Kennedy et Khrouchtchev, ou une provocation orchestrée par des factions des deux camps cherchant à déclencher un conflit qui aurait purifié le monde et permis une reconstruction sur de nouvelles bases? La guerre du Vietnam ne fut pas seulement un bourbier militaire américain. Ce fut aussi un centre de profit gigantesque pour le complexe militaro-industriel et un laboratoire pour de nouvelles techniques de guerre psychologique, où les deux réseaux testaient leurs méthodes sur le terrain. L'Europe est devenue le principal champ de bataille de cette guerre de l'ombre. L'opération Gladio et les réseaux Stay Behind de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord en sont la preuve la plus effrayante. Des armées secrètes, composées de civils et de militaires, armés et entraînés par la Central Intelligence Agency et le MI6 pour résister à une invasion soviétique, furent créés dans toute l'Europe de l'Ouest. Mais ces réseaux furent rapidement détournés de leur but initial. Ils furent utilisés pour mener des attentats sous fausses bannières, des opérations de la tension qui étaient ensuite attribuées à des groupes d'extrême gauche afin de terrifier la population et de justifier des lois plus répressives. Les attentats de la gare de Bologne en Italie, le terrorisme des Brigades rouges ou de la fraction armée rouge en Allemagne, derrière ces événements se cachaient souvent les fils de la manipulation. Des événements clés de cette période restent des mystères. L'assassinat du président John F. Kennedy, un homme qui cherchait à reprendre le contrôle de la Central Intelligence Agency, à faire la paix avec l'Union soviétique et à démanteler les structures de l'État secret, ne peut être expliqué par la théorie du tireur isolé. Ce fut un coup d'État, une opération menée par une coalition d'intérêts qui ne pouvait accepter sa politique de détente. Pendant 50 ans, l'humanité a vécu avec une épée de Damoclès nucléaire au-dessus de sa tête. Un seul ordre erroné, donné non pas à la Maison-Blanche ou au Kremlin, mais dans une salle de conseil feutrée à New York, une banque discrète à Genève ou un bureau sombre au Vatican, aurait pu déclencher la fin du monde. C'était un thriller paranoïaque à l'échelle planétaire où la trahison était la norme et où la survie de l'humanité ne tenait qu'à un fil. La chute du mur de Berlin en 1989 et l'effondrement de l'Union soviétique ne furent pas la victoire du capitalisme sur le communisme. Ce fut la fin d'un acte. Le paravent commode de l'affrontement bipolaire avait disparu. La guerre de l'ombre n'était pas terminée. Elle allait simplement devoir trouver un nouveau champ de bataille, un champ de bataille plus subtil, plus vaste, plus intime. Un champ de bataille qui se trouvait dans l'esprit de chaque être humain. L'effondrement de l'Union soviétique a été célébré comme la fin de l'histoire, le triomphe final de la démocratie libérale. C'était une illusion. La fin de la guerre froide n'a pas mis fin à la guerre de l'ombre, elle l'a simplement privée de son théâtre principal. Privés de leur grand ennemi communiste, les deux réseaux ont dû s'adapter. La guerre pour les territoires, les ressources et les idéologies politiques a laissé place à la phase finale du conflit. La guerre pour votre conscience? Le nouveau champ de bataille n'est plus géographique, il est numérique. Internet, les réseaux sociaux, les flux d'informations constants, ce qui devait être un outil d'émancipation et de connaissance, est devenu l'arme de contrôle la plus parfaite jamais conçue. Les grands événements de notre époque ne sont que les escarmouches visibles de cette nouvelle guerre. La crise financière mondiale de 2008 n'était pas un simple accident du marché. Ce fut un transfert de richesses massif et délibéré, une démolition contrôlée du système financier qui a ruiné des millions de personnes et renforcé le pouvoir d'une élite bancaire encore plus restreinte, une élite
où les anciennes lignes de démarcation entre les réseaux n'ont plus de sens. Les révolutions de couleur et le printemps arabe n'étaient pas des soulèvements spontanés pour la démocratie. C'étaient des opérations de déstabilisation menées en ligne, utilisant les réseaux sociaux pour mobiliser les foules, renverser des régimes et créer un chaos stratégique au profit d'intérêts extérieurs. Les grands groupes médiatiques, les géants de la technologie, les algorithmes qui décident de ce que vous voyez et de ce que vous ne voyez pas, sont devenus les nouvelles divisions blindées. La création de fausses nouvelles, la manipulation de l'opinion publique à travers des fermes à trolls et des bots, la polarisation extrême de la société en tribus hostiles qui ne peuvent plus se parler. Tout cela n'est pas un dysfonctionnement du système. C'est le système qui fonctionne exactement comme prévu. L'objectif n'est plus de convaincre l'ennemi ou de gagner la bataille des idées. L'objectif est de créer un chaos informationnel si dense et si permanent que la notion même de vérité objective disparaît. Lorsque plus personne ne sait ce qui est vrai et ce qui est faux, lorsque chaque fait peut être contesté par une vérité alternative, alors les gens deviennent passifs, confus et faciles à manipuler. Ils ne croient plus en rien, sauf en leurs propres préjugés, qui leur sont constamment renvoyés par les bulles de filtres algorithmiques. C'est la fin de la partie. La guerre sort de l'ombre, non pas parce que les combattants se révèlent, mais parce que le monde entier est plongé dans une ombre cognitive. Ils ne se cachent plus. Ils vous ont simplement convaincu qu'ils n'existent pas. La distinction entre l'ordre jésuite, avec sa vision d'un contrôle hiérarchique et centralisé, et la fraternité maçonnique, avec son modèle d'influence par des réseaux décentralisés, s'estompe. Dans le nouveau monde numérique, ces deux modèles fusionnent. Le contrôle est à la fois centralisé entre les mains de quelques plateformes technologiques et décentralisé dans sa capacité à influencer chaque individu personnellement. C'est le contrôle total, non pas par la force brute, mais par la suggestion invisible. Ils ont compris qu'il est inutile de contrôler ce que les gens font. S'ils peuvent contrôler ce que les gens pensent, la guerre n'est pas terminée. Elle est entrée en vous. Chaque fois que vous faites défiler votre fil d'actualité, chaque fois que vous partagez un article avec colère ou indignation, vous devenez, sans le savoir, un soldat de cette guerre. Le champ de bataille, c'est votre esprit. Et dans cette guerre, il n'y a pas de vainqueurs, seulement des perdants. L'humanité entière. Alors, la prochaine fois que vous sentirez la colère monter face à une opinion contraire, demandez-vous, est-ce vraiment votre colère? Ou est-ce celle que l'on a programmée en vous? La vraie liberté ne consiste pas à choisir son camp dans une guerre que l'on ne comprend pas. Elle consiste à refuser de se battre.